Salut à toi. Aujourd'hui, dans cet épisode hors série, j'ai l'honneur, que dis-je, la chance de recevoir Antoine Bourassa. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Alors écoute, jusqu'ici tout va bien, comme le dit le film. Antoine, beaucoup de choses à dire pour très peu de temps, mais commençons par le commencement. Qui es-tu pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Ouais, Antoine Bourassa, je suis entrepreneur, fondateur de Bourrasque Innovation. Mais outre ça, là, je suis un passionné de sport, passionné d'entrepreneuriat, passionné de développement personnel, mais surtout d'innovation, de collaboration, de transformation numérique, stratégie. En fait, tout ce qui peut amener de la performance là, à une organisation. Je pense que j'ai toujours été fasciné par l'entrepreneuriat, mais je ne m'imaginais pas être entrepreneur un jour quand j'étais plus jeune. Mais je pense que de fil en aiguille, à travers mes rencontres, mes expériences professionnelles, j'en suis venu à me découvrir vraiment comme entrepreneur qui a envie de partir des projets, de rassembler les gens, d'arriver avec des résultats. Donc, c'est pas mal ça. Très compétitif, qui aime la musique, qui aime le sport aussi. Donc, un profil varié, mais qui font en sorte, en fait, là, que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Bah écoute, commençons par le commencement. T'as dit que t'adorais l'entrepreneuriat, t'es entrepreneuriat. T'as découvert ça comment? Comment t'es tombé dedans? C'est une influence familiale? C'est la télévision? Euh, ouais, parlant de télévision, je pense que dans l'œil du dragon, tu sais, ça a été une des émissions que j'ai beaucoup aimées quand j'étais comme à la fin de mon secondaire, cégep, début de l'université. Je pense que j'étais vraiment fasciné par comment quelqu'un peut partir d'une idée puis d'arriver à développer une entreprise, servir des clients, développer un offre de produits, services. Donc, il y a tout ce volet-là qui m'était vraiment, qui m'a éveillé un petit peu à l'entrepreneuriat. Mais outre ça, je te dirais que c'est un de mes bons amis, quand j'étais à l'université, lui, il a bâti son entreprise. En fait, il a bâti une entreprise qui n'a pas fonctionné, mais par la suite, il a persévéré. Puis, il était en entrepreneuriat depuis déjà comme plusieurs années quand j'étais à l'université. Et c'est comme là que j'ai eu vraiment le premier contact avec un vrai entrepreneur qui réussissait à avoir des clients. Puis, je me rappelle qu'il m'avait dit déjà, ah oui, je viens d'avoir mon contrat à 5 000 $. Moi, j'étais comme quoi, 5 000 $? Tu sais, comme salarié, on ne touche pas à 5 000 $ d'un coup habituellement, puis c'est plus d'attendre la prochaine paye, puis tout ça. Puis j'étais comme, hein, comment t'es arrivé? Puis là, c'est vraiment de fil en aiguille que j'ai vu que c'était possible aussi. Et c'est ça qui m'a vraiment donné le plus le goût. Mais je te dirais que c'est aussi par mes expériences sur le marché du travail que je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement fait pour moi d'avoir un cadre trop structuré, trop cadré. Puis j'avais besoin de plus de liberté, puis de poursuivre des projets qui me tenaient vraiment plus à cœur, là. C'est intéressant. C'est en fait, t'as été un entrepreneur sur le tard. Ouais. Je dis, t'avais pas déjà j'ai dit ta chope de citron devant chez papa maman où c'est que tu imprimais des t-shirts en plus avec, Non. j'ai dit avec une agence de déneigement hiver. Tu sais, le fameux kit là, oui, oui, à Mais 5 non. ans, j'en ai déjà dit citron. Effectivement. Mais je pense, plus jeune, j'étais pas entrepreneur, mais j'ai toujours voulu faire de l'argent. Mes parents me donnaient pas beaucoup d'argent quand j'étais plus jeune. Ils me donnaient, puis je m'en rappellerai tous mes jours, là, ils me donnaient une pièce par jour, une pièce par semaine. Ok, OK? ouais. Puis ça, je devais faire la vaisselle aussi là, à chaque jour là, pour avoir mon une pièce. Fait que, tu sais, très rapidement, ils m'ont donné comme un peu l'importance puis aussi la juste valeur de l'argent. Tu sais. Puis c'est là que j'ai vraiment compris qu'il fallait vraiment travailler fort. Puis je me souviens, je pense à 11 ans, ça a été ma première job, que je livrais les journaux, je livrais des toutes les, Chris, comment on dit ça, là, les publisacs. Les Oui. publisacs. Je livrais les publisacs dans les maisons. J'étais vraiment sous-payé, mais au moins, tu sais, je pouvais me ramasser de l'argent. Je pouvais m'acheter mon longboard. C'est ça que je voulais m'acheter. Puis c'est vrai, là, j'en ai pas parlé aussi, mais à l'université, j'ai eu ma première expérience entrepreneuriale. J'ai lancé ma compagnie de longboard, mais j'étais pas très, très sérieux dedans. J'ai quand même réussi à faire, je pense, 700 $ de vente là, au total, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais qu'au final, tu sais, ça m'a quand même donné le goût. Puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus difficile que je pensais de partir une entreprise, qu'il fallait mettre énormément d'efforts aussi dedans. Puis Oui. à l'époque, j'avais pas la même détermination, le même engagement aussi que j'ai présentement. Je sais c'est quoi qu'il faut mettre comme effort, puis rassembler les bonnes personnes pour pouvoir faire grandir une entreprise. À cette époque-là, je n'étais vraiment pas dans le même mindset. Je pensais que tout allait se faire plus rapidement, là.
T'amènes deux aspects intéressants. Bon, déjà, il y a ça va jamais assez vite, ça on le gardera pour plus tard. Mais c'est intéressant parce que tu as un parcours académique qui est très formel. Ouais, Tu sais, t'es tombé, expression que j'adore, t'es tombé en amour avec l'entrepreneuriat pendant que tu étais universitaire. ouais, C'est ouais. tes parents qui ont toujours voulu faire que tu fasses des études ou c'est toi qui savais pas ce que tu voulais faire dans la vie, donc tu as continué? Ouais. Mais je pense que c'était comme, ouais, c'était même pas une question d'aller à l'université là, dans ma famille, c'était juste de où est-ce que tu allais aller à l'université. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup d'importance dans l'éducation. Tu sais, ma mère a 2 bacs, mon père aussi a un bac. Fait que ça a tout le temps été. Mais en fait, je me suis comme ramassé au HEC un peu par élimination de qu'est-ce que je voulais pas faire. Parce qu'au cégep, j'étais en sciences nature, puis là, je m'étais comme ouvert toutes les portes, mais je me suis rendu compte que, tu sais, tout ce qui était chimie, biologie, ça m'intéressait pas. Physique, ça m'intéressait, j'aimais ça. Mathématiques, c'était intéressant, j'avais de la facilité, mais c'était trop appliqué, je me voyais pas faire vraiment ça. Donc, ma mère travaille au HEC, fait qu'elle dit, ah ben là, crème, pourquoi tu viendrais pas au HEC? Tu sais, la business, tu sais, tu peux t'ouvrir des portes là, avec un bac en administration, tu peux travailler dans tout plein de domaines par la suite. Fait que c'est ça qui m'a mené un petit peu plus vers ça, mais effectivement, j'ai eu le parcours traditionnel, en fait, même jusqu'à, j'ai terminé l'école, après ça, trouver la job, après ça, rester dans la job, puis après ça, c'est comme 2 ans après être sur le marché du travail, 2 ans et demi peut-être, que je me suis dit non, non, je vais pas continuer comme ça, c'est vraiment pas fait pour moi, là, j'ai d'autres ambitions, puis j'ai d'autres intérêts, là. Ça a été un déclic ou c'était une décision réfléchie? D'aller en entrepreneuriat ou... Oui, oui, c'est ça, c'est d'être, allez, parlons québécois, d'être tanné après 2 ans du salariat, puis te dire, bon, bah, je vais me lancer à mon propre compte. Oh my God, ouais, il y a une longue histoire autour de tout ça, là, mais dans le sens, j'étais beaucoup, beaucoup sur la fête, genre beaucoup trop, tu sais, j'avais vraiment de la difficulté avec ça, puis ça prenait trop une énorme place dans ma vie aussi. Puis il y a un moment marquant que dans le fond, j'ai eu un accident, puis qui m'a fait réfléchir beaucoup sur ma vie, puis j'ai arrêté de consommer, puis vraiment, je pense que ça a été ça le déclic qui a fait en sorte que je ne me voyais pas continuer dans un environnement de travail ou dans un emploi qui ne me correspondait pas puis qui m'éteignait. Oui. Qui me. Vraiment, là, j'étais malheureux. J'étais malheureux dans mon travail, même si je performais. Puis même à la fin quand j'étais à mon ancien employeur, j'aimais vraiment pas ça, puis je faisais rien. J'étais vraiment assis sur le banc, puis je faisais rien. Donc, il y a eu cette période-là dans ma vie de remise en question, de renouveau, puis un peu de revoir un peu mes priorités. En parallèle, j'aimais vraiment pas la job que j'étais. Donc, ça a été un peu tout ça qui a fait en sorte que je m'étais dit, OK, ben là, je vais me donner une chance. Je suis jeune, à l'époque, j'avais 25 ans, là, j'avais comme tout le temps devant moi, puis j'avais toute l'énergie aussi du monde à mettre là-dedans. Je me suis dit, j'ai de l'argent pour survivre 2 ans sans revenu. Fait que déjà là, j'avais un coussin de 2 ans. Puis je me suis dit, si au bout d'1 an, j'arrive pas à faire d'argent, ou même 2 ans, ben là, on pourrait en reparler, puis peut-être je pourrais évaluer d'autres choses. Mais depuis le début, on n'a pas eu une année. J'ai été profitable dans mon entreprise since day one. Fait que ça a été que du bon par la suite. Ça a été pas aussi payant la première année, mais au moins j'ai réussi à faire de l'argent la première année, là. C'est, bon, bah, on va aller tout de suite aller tuer le mythe. Plusieurs fois, tu as dit que ça allait pas assez vite ou c'était pas assez payant. Pourquoi? Ben, tu sais, c'est parce que quand Comparé à quoi? ouais. Ben, parce que quand tu es salarié, je veux dire, oui, tu as une stabilité, puis tu as une sécurité d'emploi, mais aussi t'as pas. C'est beaucoup plus difficile de faire plus d'argent ou de monter dans les rangs. Puis je me suis rendu compte dans la grande entreprise que je travaillais, c'est très politique là, dans les entreprises. Puis c'est pas Oui. nécessairement les plus compétents qui montent, c'est ceux qui sont les mieux placés, puis ceux qui ont le plus d'influence auprès des postes de direction, etc. Donc, ça n'allait pas assez vite dans le sens, moi, je performais super bien, puis en même temps, eux, ils me gardaient dans mon rôle, puis j'avais pas plus de possibilités d'avancement. Tandis que quand tu es en entrepreneuriat, oui, c'est extrêmement plus difficile, mais il n'y a pas de cap vraiment, dans le sens, si tu as une bonne idée, si tu l'exécutes bien, tu as une bonne promesse de valeur, puis que tu la respectes, une bonne proposition de valeur, ben après ça. C'est pour ça que, de fil en aiguille. Puis je voyais aussi le modèle de conseil, de consulting, puis je trouvais ça super intéressant. Puis je voyais qu'il y avait quand même une bonne possibilité de croissance énorme aussi.
C'est sûr qu'en entrepreneuriat, c'est plus difficile de faire ton nom, créer ton réseau, créer la confiance, avoir tes premiers contrats. Mais quand tu as de la bonne traction, puis que tu vois que ça avance, puis que tu as des résultats, mais ça fait effet boule de neige, puis ça fait juste continuer. J'aime bien les silences, ça permet de réfléchir. C'est pour ça que je les coupe avec du blabla. Bon, on se connaît pas encore beaucoup, mais comme j'aime à le rappeler, j'ai plus de 700 IED dans ma tête, mais deux manettes et un micro. T'abordes pas mal de sujets, mais j'ai le goût de rester sur ce qui fait ta personne. Allons là-dessus. Ouais. Là, on a quand même eu un phénomène de mode depuis l'avènement des dragons, allez, on dira 15 ans. 10-15 ans où l'entrepreneuriat, c'était à la mode, c'est tout. Je veux dire, bref, c'était à la mode. Que tu aies du talent, pas de talent, devenir entrepreneur, c'était comme devenir influenceur aujourd'hui. C'était ce que tout le monde voulait faire, sans avoir je vais dire la réflexion, l'envie ou la réalité de ce que c'était réellement être entrepreneur ou entrepreneuse. Ouais. Entrepreneur pour d'autres régions de la francophonie. Mais en fait, toi, tu t'es pas vraiment réinventé. Tu as surtout décidé de prendre ta liberté. Parce que quelque part, tu es resté dans le même domaine. Tu n'as pas décidé d'élever, je sais pas moi, des chèvres en Abitibi, alors que tu étais dans le conseil, dans le consulting tech, que tu n'es pas parti là-dessus. Ouais. Il y a aussi un truc que je remarque, mais les gens l'auront sûrement remarqué, c'est qu'à date, toute ta construction est quand même très carrée. C'est très réfléchi. Ouais. Je ne dirais pas qu'à travers ton discours, c'est de la promotion de faites des études, ça peut éventuellement vous être utile. N'hésitez pas à commenter. Parce que tu représentes quelque part, j'ai pas de stats sous les yeux, mais en fait, on va poser la question comme ça. Est-ce que tu considères que tu es le nouvel archétype de l'entrepreneur québécois? Dans le style, tu es jeune, tu es, je dis, t'approches de la trentaine, donc tu es entre 20 et 30 ans, tu as fait des études, tu as un cursus qui est classique, mais tu as décidé de te lancer en entrepreneuriat, pas parce que tu es tombé en amour avec une idée ou parce que tu voulais faire $1 milliard, sinon tu serais allé aux États-Unis. Mais tu t'es dit, le salariat, ça ne va pas, je vais me réinventer, je vais trouver une alternative. Ouais. Est-ce que tu considères que tu fais partie? Parce qu'on a le contre-narratif qui est que, écoute, j'ai fini mon secondaire 5, les études, c'est pas pour moi. De toute façon, on va toutes et tous mourir dans pas longtemps, donc autant pas perdre de temps, puis faire directement un truc que j'aime, puis je vais essayer d'en vivre. Ouais. Puis il y a aussi les troisièmes qu'on pourrait inclure là-dedans, qui sont tout ce qui est crypto-bro. Ouais. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Moi, je sais pas si je me considère. Ouais. C'est ça qui est étrange parce que j'ai eu quand même un parcours classique dans le sens, secondaire, cégep, université. Je les ai toutes finies dans les délais, là, juste 6 mois de retard selon comme le parcours idéal. Là, mais je pense que qu'est-ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on est tellement dans une époque, puis aussi quand j'ai lancé l'entreprise, ça a été un pivot pour plein d'entreprises, dans le sens aussi un gros renouveau, puis une grosse remise en question. Pour te donner du contexte, il y a 2 semaines avant que je me lance, Bourrasque, ça a été la pandémie là, après le lockdown. Oui, aussi. Moi, j'ai commencé, c'était directement dans cette période-là. Donc, c'était quand même le bordel un peu pour tout le monde. Puis, ça a été un moteur d'accélération puis un moteur d'innovation pour plusieurs aussi. Puis moi, je me voyais beaucoup là-dedans comme justement comment profiter de cette vague-là pour aider les entreprises à innover puis à collaborer mieux aussi. Je pense pas que je suis dans un archétype précis dans le sens, il y en a qui, effectivement, à 18 ans, ils lâchent l'école. Puis moi, j'ai toujours aimé apprendre. Puis encore là, je considère que j'apprends plus en ce moment aussi que j'apprenais quand j'étais à l'école. Puis je pense que c'est un des défis dans notre société, c'est que les gens pensent qu'en terminant leur formation, leur diplôme, ils vont être bons pour life.
Mais là, c'est juste avec... Oui, oui. Non, mais c'est vrai, là. Non, Puis non, avec... je rigole parce que oui, effectivement, il y a, oui, oui. Tandis que c'est l'inverse. Puis tu sais, moi, je ne fais qu'apprendre aussi. Fait que de dire que je suis dans un archétype, je sais pas exactement, peut-être. Mais tu sais, je pense qu'il y en a de plus en plus aussi. Puis mon objectif, c'est peut-être d'en inspirer d'autres, là, des jeunes, à dire, t'es pas obligé d'attendre à 40 ans pour lancer ton projet, tu sais. Puis c'est pas parce que tu es jeune que tu es innocent puis que tu es vraiment imbécile, tu sais. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu tenir fort, puis que je tiens encore fort aussi, puis que j'aime ça aider la relève à percer puis à persévérer. Tu sais. Je voyais une statistique qui disait que depuis 1997, je pense, là, il y avait comme 200 000 entrepreneurs au Québec. Là, on est rendu Oui, à genre 100 000 ou quelque chose comme ça, puis ça diminue énormément. Là. oui. D'ailleurs, pour précision, on est en train de tourner cette capsule fin novembre 2024. Puis il y a aussi une statistique qui est tombée sur la baisse d'entrepreneurs et Ouais, d'entrepreneuriat au Québec, qui a perdu 5 points. Il y en a de moins en moins qui se lancent. ouais. Ouais, puis il devrait en avoir. Tu sais, moi, je trouve tellement que c'est un beau métier, même si c'est très, très difficile, mais tu sais, on est dans une époque où il y a tellement de subventions, il y a tellement de réseaux, il y a plein d'organismes qui existent pour aider les entrepreneurs aussi. Il y a des beaux réseaux de soutien. Je pense que c'est une magnifique époque pour se lancer. Puis, justement, je faisais une publication cette semaine un peu à cet effet-là sur les 30 apprentissages des dernières années. Puis, tu sais, avec un laptop puis un cell, aujourd'hui, on peut lancer une entreprise là, qui va être très performante puis qui va arriver à des bons résultats si on met l'effort puis qu'on comprend vraiment qui on veut s'adresser, quel problème on veut venir résoudre, puis de trouver la solution qui va être unique. C'est très scolaire ce que tu dis là. Très scolaire. Moi, Très scolaire. je trouve que Non, c'est mais très pratico-pratique au contraire, parce que à l'école, ils disent ah ben fais 3 ans de programme, puis après ça, tu sais même pas qu'est-ce que tu vas faire. Tandis que maintenant, avec un portable, tu peux trouver exactement l'information que tu veux, tu peux trouver l'information juste, puis tu peux te former sur ça pour pouvoir former les autres. oui. Ben, T'as décidé d'aller dans le bois, donc je vais t'accompagner dans le bois. C'est un des trucs qui m'avait marqué quand on s'était rencontrés la première fois. Tu m'avais dit que tu étais, je paraphrase, mais que tu étais content d'avoir fait ton bac et que tu trouvais ça important. Ouais. Pourquoi? Ben, pour le réseau que je suis allé chercher, il y a encore des bons amis que j'ai là, puis des clients, des partenaires. Mais non seulement ça, je pense que c'est hyper important, surtout au HSC, comprendre les bases un peu de toutes les fonctions de l'entreprise. Autant au niveau de la finance, comprendre les grands principes, risk égal reward. Après ça, tout niveau comptabilité, c'est comment c'est quoi un état financier, c'est quoi un état des résultats. Après ça, niveau marketing, comprendre un peu les bases aussi de ça, niveau ressources humaines, de mettre tout ça ensemble. Mais après ça, c'est sûr que je n'utilise pas toutes les connaissances appliquées directement, mais par contre, ça reste que l'école, au moins, ça te donne une opportunité de réseauter, de travailler aussi tes relations interpersonnelles, comment travailler en équipe dans un travail. Non, mais c'est vrai. Mais oui, Comment non, trouver les bons avec qui travailler, puis oui, oui, je souris parce que j'abonde avec toi, puis ça me rappelle plein de souvenirs. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune secondaire 5 qui veut lâcher l'école, vu que tu es rendu vieux et mature? Mais je pense que c'est comme d'aller chercher de l'expérience le plus rapidement possible, peu importe quelle expérience que c'est, parce que c'est à travers les expériences qu'on va voir dans quoi on est bon aussi, puis dans quoi on veut apporter, quel impact qu'on veut avoir. Tu sais. Moi, je pense que quelqu'un qui veut lâcher, c'est correct, il n'y a pas de problème, mais après ça, c'est juste de te mettre dans l'action aussi, puis de ne pas t'asseoir sur tes lauriers, puis d'avoir de l'ambition aussi, puis parce que toutes les ressources sont disponibles aujourd'hui pour apprendre. Mais à quelqu'un qui veut lancer, qui veut arrêter l'école, moi, je lui dirais, c'est quoi ton plan, puis où est-ce que tu veux aller travailler, mais d'aller prendre l'expérience le plus rapidement possible. C'est comme ça que tu vas te découvrir aussi. T'sais. J'aime beaucoup Matthew McConaughey, il parle d'un principe là, qui s'appelle le process by elimination. Fait que plus que tu avances dans la vie, plus que tu élimines qu'est-ce que tu n'es pas bon ou qu'est-ce que tu ne veux pas faire pour en arriver à culminer puis à
focusser tes énergies sur ce que tu es meilleur, puis qu'est-ce que tu peux amener le plus d'impact. Puis je pense que ça, c'est tout à fait vrai. Tu as parlé de ta business de longboard. T'as jamais eu le goût de prendre 1, 2, 3 années sabbatiques, d'aller te promener, de faire quelque chose de plus chill, d'aller découvrir les plages dans un pays du Sud? Et plus jeune, peut-être un peu, à 18 ans, peut-être un peu, parce que j'étais tellement perdu, puis j'avais aucune idée qu'est-ce que je voulais faire, tu sais. Puis même peut-être un peu plus tard. Mais là, en ce moment, c'est que je suis tellement focus, puis j'aime tellement ce que je fais aussi, puis je vois pour le nombre d'efforts que je donne, je vois les résultats aussi. Donc, tu sais, je te dis pas de comme d'aller travailler à distance, tu sais, puis de faire plus tu sais, des voyages, j'adore ça aussi. J'ai fait un long road trip d'1 mois il y a 2 ans aux États-Unis. Je me suis rendu jusqu'à San Diego, puis je suis revenu après par Vancouver. J'adore voyager, mais de là à dire que je veux juste voyager, pas à ce chapitre de ma vie. Peut-être un autre chapitre quand je vais pouvoir vendre Bourrasque, pas à des millions ou whatever. On va pouvoir en reparler, mais non, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas ce désir-là, on dirait. On trahira pas un secret, mais justement, dans ta compagnie, tu travailles en famille. Ouais. C'est pas trop dur? Non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Non, puis je trouve que la relation avec mon père est juste de meilleur en meilleur depuis qu'on travaille ensemble. Tu sais, moi, quand j'étais tout jeune, c'était drôle, mais je me rappelle d'avoir dessiné dans des cahiers à dessin. Je dessinais des gratte-ciels, puis je dessinais des messieurs en habit, cravate, parce que je voyais mon père aller travailler, puis j'étais comme, hey, un jour, je vais être un homme d'affaires aussi accompli, je vais mettre des sous, puis je vais aller dans des salons, puis je vais aller rencontrer les clients, nanana. Fait que ça m'a vraiment, ça m'a toujours allumé. Puis si je voyais mon père un peu sur un piédestal aussi quand je le voyais travailler. Puis quand il a pris sa retraite un peu prématurée, puis qu'il y avait du temps, je pense que ça a juste été une excellente occasion de pouvoir comme renouer ensemble. Puis ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'on les attentes sont claires les uns envers l'autre. Les rôles sont bien définis aussi. Ok. Puis je sais exactement où est-ce que lui ne veut pas travailler, puis je sais où est-ce que lui est bon pour aider aussi l'entreprise. Tu sais. Donc, on a une excellente relation. Puis c'est pas juste avec mon père aussi. Ma mère, les premières formations que j'ai bâties, elle m'a aidé à tout réviser le contenu, le texte. Ma sœur, elle m'a aidé à développer mon premier site web. Mon frère, il est un développeur aussi. Il m'a aidé à développer des outils qu'on a à l'interne aussi. Puis je pense que ça les inspire à y croire aussi, à croire qu'on peut y arriver. Il faut juste rêver, puis il faut juste mettre l'effort pour y arriver. Mais pour répondre à ta question, je trouve que la relation est juste géniale avec lui. Là, puis dû à une excellente communication, en fait. Là. C'est cool. En même temps, j'ai le goût de dire que c'est sûrement un régionalisme québécois. C'est assez impressionnant le nombre d'entreprises familiales où tout se passe bien. Alors, c'est Ouais, sûr. c'est ça. Il n'y a pas besoin d'aller trop loin pour que ça ne soit pas forcément la norme. Non, non, c'est clair. Non, tout à fait. Non, tu as bien raison. Puis, ouais, je pense que, ouais, non, effectivement. Effectivement. On va rester sur l'entrepreneuriat vu que ça t'habite. Comment tu te... On en a un peu discuté, mais là, les IAD sont en train Ils ont organisé une Langsgemeinde et ils sont en train de discuter entre eux puis de voter. On va garder cette thématique. Tu sais, depuis avant, moi, le premier, je fais des distinctions entre entrepreneurs québécois et puis le reste. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer des entrepreneurs et des entrepreneurs d'ailleurs? Euh, D'échanger, de te confronter ou de... je te dirais plus, tu sais, ceux que j'ai rencontrés, ben pas rencontrés, c'est plus, mettons, sur YouTube ou, tu sais, des vidéos ou des podcasts que je m'inspire beaucoup. Mais de rencontrer, pas vraiment. C'est plus niveau québécois, tu sais, que je me suis rapproché plus d'entrepreneurs ou de mentors. Je pense que la raison pour laquelle, ben, mon réseau, principalement, il est développé ici. Puis non seulement ça, ben, c'est la connaissance aussi du marché québécois aussi, d'avoir des mentors qui ont cette connaissance de la réalité du terrain ici. Je pense qu'il y a une grosse... Tu sais, dans l'entrepreneuriat, il y a un gros aspect qu'on ne parle pas, puis là, tu me fais réfléchir à ça en même temps. C'est tout l'aspect culturel. Oui. Je pense que de pays en pays, puis même à travers le Canada aussi, je pense que c'est très différent. Tu sais,
dans l'ouest du Canada. Si on va aux États-Unis, c'est une autre mentalité aussi, là, tout à fait différente. Qu'au Québec, on est encore très frileux, moins plus averse au risque. On ne veut pas nécessairement comme prendre des gros risques. C'est toujours calculé, ultra subventionné. C'est vraiment pas la même dynamique. Puis sûrement toi, tu dois mieux connaître ça aussi que moi, là, parce que je sais que tu as travaillé avec plusieurs continents, plusieurs pays. Oui, il n'y a pas besoin d'aller loin. Je dis, enfin, moi souvent je le dis à la blague, mais parce que j'ai plusieurs startups au Québec. Ah, tu sais, Gatineau, Ottawa, c'était comme dans Game of Thrones. Il fallait traverser le mur. C'était vraiment... C'est vraiment deux écosystèmes différents. Puis les États-Unis, ça n'a rien à voir. On a parlé du mot tabou, subvention. Ce qui est intéressant, c'est quand on parle de subvention, surtout à l'échelle de la planète, autant les gens, autant c'est un trigger, autant il y a la... En fait, il y a les trois façons. Allez, paraphrasons ça comme ça, puis n'hésitez pas à te commenter, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Souvent, quand on parle de subvention, on se dit, bah écoute, s'il y en a, prends-les. Tu réfléchiras après. Les deuxièmes, les subventions, c'est une fausse bonne idée. Parce que la priorité, c'est la création de valeur. Il n'y a que ça qui compte. Donc, le temps que tu investis à essayer d'obtenir tes subventions, c'est le temps que tu passes pas à avoir des clients. Puis le troisième, bah, en fait, c'est une nécessité si on veut exister dans les petits écosystèmes que nous sommes, comme le Québec. Petit écosystème, je rappelle qu'on fait quoi, 4-5 fois la France, qu'on est plus de 8 millions. Je dis qu'on a toutes les ressources possibles et inimaginables pour vivre en autarcie, mais c'est un peu les trois mouvements de pensée qu'on a un peu ici. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Quel est ton avis là-dedans? En fait, les 3 points que tu amènes, c'est délicieux à mes yeux parce que j'ai comme une approche amour-haine un peu que j'ai avec les subventions parce que c'est toute la notion de valeur perçue des clients. Dès qu'ils ont une subvention, l'implication va être moindre. Puis ils s'attendent, puis ils veulent aller chercher de l'argent. Ils ne veulent pas aller chercher la valeur que tu leur promettes. Il y a cette grosse distinction-là. Puis non seulement ça, pour une entreprise aussi, ça rend très dépendant. On a tous connu la folie du pécan au Québec, puis même au Canada. Puis là, il y en a qui ont fait leur cheval de bataille, ils faisaient que du pécan, puis qu'eux, ils offraient que ça. Puis au final, est-ce que c'est ça qui aide vraiment les clients, d'avoir une feuille de route numérique? Est-ce que c'est vraiment ça qui les aide? Je ne suis même pas certain. Ce qui les aide, c'est du concret, c'est des résultats. Puis ça, on parle de valeur. Fait que moi, je pense que des subventions, ça peut être bon de la manière que c'est présenté aussi. Si c'est pour une aide financière pour atténuer un petit peu un mandat, comme les honoraires d'un mandat pour convaincre le client d'aller de l'avant, je suis tout à fait d'accord. Puis je collabore avec Service Québec. C'est parfait. Mais comment on présente ça à un client? C'est vraiment de lui faire comprendre c'est quoi son problème, c'est quoi son besoin, creuser l'écart entre le besoin et ta solution, puis dire comment rapidement, avec ta solution, tu peux résoudre son problème. Puis si en plus, il y a une subvention, mais tant mieux. Mais quand on prend l'autre avenue de dire on a des subventions, nanana, déjà là, la valeur perçue du client va être comme OK, là, ces affaires, ça vaut pas le prix complet parce que de toute façon, je vais payer moins. Fait que c'est comme un peu un cadeau empoisonné. Puis non seulement ça, si tu regardes ça niveau. En fait, ça coûte quelque chose. Ça nous coûte quelque chose aux contribuables aussi. Là. L'argent ne vient pas de nulle part. Là. Oui, l'argent magique. Non, mais c'est vrai. Ben oui. Si je trouve qu'on subventionne, je comprends dans certains cas, nous aussi, on en utilise des subventions, c'est correct, mais de miser uniquement sur les subventions pour pouvoir grandir, je pense pas que c'est une bonne idée parce qu'après ça, on est dépendant. Les programmes peuvent changer quand on veut. Puis au final, c'est comme une distraction sur qu'est-ce qui est vraiment le plus essentiel, qui est de générer de la valeur. Merci pour ce partage. Depuis avant, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. En même temps, je dis c'est notre point de jonction à nous deux.
Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais, ou des sujets que tu aimerais aborder à propos de l'entrepreneuriat qui sont pas assez jasés, ou mis de l'avant, ou quelque chose que tu trouves qui devrait être entendu, mais que, en fait, les gens en parlent pas ou très peu? Ouais. Ça sera Je dans pense que j'ai l'examen de deux fin de points. session. Je pense que j'ai 2 points super intéressants. Un qui est de ne pas sous-estimer l'importance d'avoir une bonne offre. Parce que, non, mais c'est vrai, Oui, tu sais, oui, bah moi je oui. m'en suis rendu compte, tu sais, j'avais lu une citation un moment donné qui disait vaut mieux prendre 5 ans à développer une offre puis la commercialiser en 3 mois que de passer 3 mois à développer une offre puis la commercialiser pendant 5 ans. Tu sais, puis au final, le produit devient ton meilleur marketing. Tu sais, je donne tout le temps l'exemple de Tesla, ils font pas de publicité, ils font rien. Eux, ils ont juste mis le meilleur produit, puis après ça, c'est du bouche à oreille. Fait que, tu sais, je pense que c'est de ne pas sous-estimer. Puis, pour quelqu'un qui se lance, tu sais, parce que nous, on aide plus, mettons, ces gens-là, peut-être c'est une entreprise à 50 employés moins, de ne pas essayer de faire trop de produits ou de services pour commencer. Vraiment essayer d'en faire un un excellent produit ou un excellent service, puis de bien s'assurer que la cible, le positionnement de l'entreprise est clair. Je pense que ça, c'est comme un des plus gros défis des entreprises. De ne pas savoir à qui on s'adresse, pas savoir qu'est-ce qui les rend uniques, puis d'avoir trop d'offres de produits. Fait que tout ça, je trouve que c'est hyper important. Puis aussi de ne pas être trop, d'être stratégique dans le développement d'un offre. Puis là, c'est là que le design thinking rentre tu vois, tout est dans tout. Là. C'est clair que je vais prêcher pour ma paroisse, mais parce que c'est vrai que le design thinking, toutes les approches agiles, lean, tout ça, ça permet de bien, du moins, d'être plus stratégique, d'être plus intelligent dans le développement d'un produit ou d'une offre, puis d'y aller en itération, en mode co-création, comprendre les besoins, définir c'est quoi les besoins, générer des idées, prototyper rapidement, inclure le client dans le développement, tester, revenir, puis faire des itérations. Fait que vraiment d'utiliser cette approche-là pour bâtir une offre qui devient irrésistible, mais de garder le focus. Je pense une des difficultés des entrepreneurs, c'est vraiment ça, hein, je pense, c'est au niveau d'avoir un focus très, très clair. Fait que ça, c'est toute la première portion au niveau de l'offre. Pas sous-estimer, genre vraiment mettre du temps pour réfléchir puis de bâtir une offre qui est vraiment, vraiment une belle promesse, que tu es certain qu'elle va être réalisable, qu'elle va s'effectuer en peu de temps, donc entre le temps que, vraiment, que la personne achète puis reçoit les résultats, sans effort, sans sacrifice. Donc, tous ces éléments-là pour une belle offre irrésistible. Puis de l'autre côté, je pense qu'un des problèmes, c'est au niveau des ventes. Les gens ont peur d'appeler les gens. Les gens ont peur de se mettre de l'avant souvent. Puis moi, c'est ça que je me rends compte, c'est que c'est tellement important la communication, les ventes, la persuasion, appelons-le comme on veut, mais si j'avais écouté dans un podcast, je trouvais ça super bon, là, l'argent, c'est comme le sang d'une entreprise. S'il n'y a pas de sang, l'entreprise meurt. Puis souvent, il y en a qui sous-estiment ça. Puis j'ai déjà entendu des histoires d'horreur là, des compagnies qui très profil super intellectuel, super bon en développement de produits, mais qui manquait vraiment l'aspect plus de vente puis de validation de marché. Ça peut faire des catastrophes, là, puis des gens peuvent s'endetter s'ils mettent trop d'argent. Donc, c'est pour ça que l'aspect de design thinking dans le développement de produits, mais aussi dans l'approche de vente, vraiment s'assurer de comprendre les besoins, réagir rapidement, s'adapter, puis de modifier aux besoins l'offre en fonction des besoins. Mais je pense, au niveau entrepreneurial, c'est après ça, il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte, s'entourer des meilleurs, après ça, avoir une bonne équipe complémentaire au niveau de la direction, avoir des rôles et responsabilités très clairs, avoir une vision claire, des indicateurs de performance. Là, on peut rentrer dans le détail de tout, mais Puis tu l'as dit au tout début, le réseau aussi. absolument. Absolument. C'est niaiseux. Il y a deux aspects que tu as amenés qui sont intéressants. Bon, le design thinking, comment t'es tombé dedans? Je suis tombé dedans au HSC un peu à la fin de mes études, mais plus intensément quand j'étais chez CGI, là, pour ne pas le nommer, ils commençaient à développer cette expertise-là en gestion de l'innovation, design thinking. C'est vraiment là que je suis comme tombé en amour, puis j'ai comme dive in à 100%. Je suis plongé dans cet univers-là, puis ChatGPT n'existait pas. Fait que je ne pouvais pas me sortir toute l'info en 2 secondes. Il a fallu que j'aille vraiment faire de la recherche approfondie. Honnêtement, j'ai scanné Google au complet. Je me suis imprimé tout plein de documents. De ça, je me suis fait comme un gros mind map avec tout, c'est quoi la méthode du design thinking. Et honnêtement, j'ai vraiment été très, très passionné. Puis je le suis encore. Mais
je le suis encore, puis on utilise encore cette approche-là pour nos clients, nos mandats. Mais ça a été vraiment à partir de CGI que je devais commencer à développer cette pratique-là. Puis en même temps, je devais regarder sur le marché c'était qui les concurrents, qui offrait des services en design thinking. Les astres se sont comme alignés, puis a fait en sorte que là, j'ai vraiment su qu'il y avait un potentiel. Puis je voyais aussi les bénéfices de cette approche-là, d'amener un peu plus d'empathie, d'amener un peu plus l'humain au cœur de nos préoccupations, puis d'avoir un genre de cadre flexible pour pouvoir rallier les troupes ensemble, focuser sur l'essentiel, co-développer, innover, puis amener de l'impact. C'est vraiment de là que, depuis ces années-là, je suis rendu à 242 heures de formation données quand même là, dans les dernières années. Là. Choué jusqu'aux oreilles, ça c'est une des discussions qu'on aura en off autour du design thinking et puis l'agilité. Absolument, avec grand plaisir. L'autre question, vente. Acquis ou inné? Oh boy. Ça, c'est une excellente question. Ça, c'est vraiment, tu m'en pognes une bonne twist. Un peu des deux, je dirais. Je pense qu'il y a certains profils qui sont plus aptes. Tu sais, c'est comme un peu dans tous les profils de personnalité. Tu as des compétences que tu peux développer plus facilement. Tu as des compétences que c'est comme plus difficile à venir développer qui te sortent vraiment de tes forces ou de ta personnalité. Mais je pense que n'importe qui peut quand même développer certaines compétences en vente. Mais je pense qu'au final, ça reste que faut quand même que tu aies un certain profil, je pense. Il faut que tu aies quand même une certaine extraversion, mais non seulement extraversion, il faut quand même que tu sois. Faut que tu aies de l'intérêt aussi pour ça, parce que je pense que c'est un des postes les plus difficiles aussi à faire en entreprise. Parce que tu reçois constamment des noms, tu es rejeté la majorité du temps. Puis comme disait Churchill, c'est quoi déjà? Enthusiasm attends, là, je ne veux pas le scraper, mais c'est comme de dire. Ah non, merde. Il faudrait le couper là, dans le montage. J'ai dit non, on le gardera et puis tu sais, c'est pas grave. On n'utilisera pas ChatGPT pour nous aider, mais la communauté. Non, mais en tout cas, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est que success is going from failure to failure without losing enthusiasm. C'était exactement ça. Puis c'est ça les ventes un peu. Hein? C'est comme d'être toujours aussi enthousiaste au prochain appel. Même si tu sais que les 9 derniers, peut-être que ça n'a pas bien été, mais si celui-là, tu l'as, ça va te redonner la confiance nécessaire pour pouvoir attaquer l'autre. Donc, effectivement. C'est intéressant ce que tu dis parce que selon les personas et les statistiques, tu es en plein dans la génération qui n'aime pas téléphoner. Ah ouais? Normalement, je jure que par le téléphone. Non, mais c'est ça, mais en théorie, tu fais partie de la génération visio-texto. Ouais. Tu fais pas du tout partie de la génération téléphoner, je veux dire, à l'ancienne. C'est appel à froid et tout, c'est un univers qui n'existe pas. En même temps, c'est sûr qu'il y a une relation avec la clientèle que tu vis. Exact. Ouais. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais aborder qu'on n'a pas encore discuté? C'est le fameux, ce segment est là pour éviter tous les regrets. Quand tu disais, ah bah là j'avais un podcast, j'aurais voulu parler de ça. Puis souvent on y pense quand c'est fini. On se dit, ah oui, mais je voulais parler de ça. Non, mais moi je trouve que c'est tellement beau l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, on pourrait en parler de tous les angles, mais tu sais, je pense vraiment que je trouve que c'est la meilleure manière de se découvrir puis de s'accomplir. Tu sais, je pense que dans des notions, oui, on peut aller dans les termes plus techniques, puis OK, comment on fait X, Y, Z et tout, mais tu sais, je pense que, in the end, l'entrepreneuriat, c'est ça qui fait vivre notre société. L'autre jour, j'ai vraiment cliqué là-dessus, j'étais comme, OK, mais là, de où vient l'argent? Genre, de où vient l'argent? De nos poches? Non, mais tu sais, dans une économie, mettons, de où vient l'argent? Parce que les gouvernements, ils vont récolter des taxes. OK, mais les taxes viennent de où? Des travailleurs. OK, mais les travailleurs, ils travaillent où? Soit dans le milieu public ou dans le privé. Puis dans le public, ben, l'argent vient d'où? De tous les contribuables, dont ceux qui sont dans le public et dans le privé. Mais au final, c'est toutes les compagnies privées
qui crée de l'emploi? Comment? En créant de la valeur. Comment? En ayant un produit-service qui répond à un besoin. Fait que, si tu regardes, même au niveau global, la richesse d'une société, puis le bien-être aussi, puis qu'est-ce qui vient avec, découle des initiatives d'entrepreneuriat. Donc, c'est hyper, hyper, hyper important. C'est hyper important, puis c'est tellement valorisant, puis ça nous permet vraiment d'avoir des rencontres qu'on n'aurait jamais eues, comme on ne se serait jamais rencontrés, on Oui. n'aurait jamais eu cette belle discussion-là qu'on a autour de cette passion-là commune qu'on a. Mais je pense vraiment que, tu sais, il faut que les gens voient ça comme une manière de se développer, s'accomplir, atteindre des résultats. Oui, il y a le cash là-dedans, mais honnêtement, si tu focuses juste sur le cash, je pense pas que c'est la meilleure. En fait, tu vas jamais y arriver, je pense. Ouais, il y a d'autres façons. Oui, Il y a d'autres façons plus payantes et il y a d'autres voies royales. Utilisons cette expression-là. exact. Ouais. C'est rare que j'intervienne mais là je fais une discrétion. C'est aussi important de rappeler la chance qu'on a au Québec d'entreprendre. Parce que c'est un truc qui est souvent mésestimé ou pas assez mis de l'avant. Absolument. Mais on a une chance unique au Québec, au-delà d'avoir un écosystème, etc., qui peut être intéressant, des subventions et tout. On a quand même une bonne... Bon, je vais formuler comme ça. Le gros avantage qu'on a au Québec, c'est qu'on peut tout développer, personne vient voir ce qu'on fait. Ouais. Souvent, on se considère comme la Mecque de ci, les leaders de ça, mais les leaders dans le monde, on sacre totalement de nous autres. Tu sais, on a un micro-marché en Amérique du Nord. Dans la francophonie, on existe parce que tabarnak. Clin d'œil à nos amis français. Bref, tu sais, c'est ça, on est les gentils, c'est ça, on est les gentils slash cousins d'Amérique du Nord, etc. Mais la réalité, c'est qu'on a des pôles d'expertise qui sont gigantesques. On a un marché qui peut être test. Ouais. Puis on a quand même une position géographique qui est relativement proche d'un peu tous les écosystèmes. En Ouais. plus, on a l'avantage de parler français. Donc, on est un peu deux pas en dehors des autres, je vais dire, moi j'appelle ça l'œil du cyclone, mais on est un peu tranquille dans un marché qui est surtout anglo, hispanique. Puis surtout ici, vous pouvez expérimenter, puis vous pouvez tester, puis le coût de la vie est ce qu'il est, même si maintenant il a explosé, etc. Et surtout, vous avez possibilité d'exporter. Ouais. Ça c'est l'éternel. C'est aussi une phrase que j'ai repris d'Orelsan que je dis. La réalité au Québec, c'est qu'on a beaucoup de gros poissons dans une petite mare, Ouais. mais on n'est pas dans l'océan. Très bien dit. Donc, l'océan est juste à côté. Rien ne nous empêche d'y aller. Plein de monde l'ont fait. Et il y a sûrement des personnes qui sont intéressées par ce qu'on offre. Mais en même temps, on a le temps, comme tu disais, de développer nos choses. Puis J'adore ce que tu surtout, dis. c'est ça. J'adore. Puis surtout, faut qu'on arrête, mais ça, je chialais il y a 10 ans, puis il y a du monde avant moi qui chialait avant. Faut qu'on arrête d'inventer des trucs, de les vendre aux États et de les racheter plus cher. Faut qu'on arrête. Arriver à un moment, faut qu'on devienne toutes et tous matures, puis qu'on se dise qu'on est capable aussi de le vendre de l'autre bord. C'était juste là, c'est bien bon. Mais comme tu l'as rappelé, il y a aussi un très gros volet culturel. Ouais. Puis il y a aussi un autre truc sensibilisé du monde qui venait d'ailleurs, qui est très proche. Enfin, les Australiens nous comprendront, mais c'est le facteur kilométrique. Souvent, on va nous reprocher ici de ne pas savoir ce que notre voisin fait. Ouais. Sauf que notre voisin, il peut être à 300 km. Bon, comme je dis, tu prends la route là-bas, puis tu chauffes pendant 2-3 heures. Tu sais, bah, Non, c'est exactement ça. Ouais. techniquement, c'est notre voisin. Sauf que, comme tu l'as dit, on reste quand même dans une mentalité de village. Donc, tant que tu te Ouais. connais pas, que tu n'as pas passé au moins 10 soirées avec lui, 10 5 à 7, Ouais. marié sa sœur ou son frère, ou si ça, ou sur 3 générations, ça n'existe pas. Alors Ouais. que malheureusement, on est je dis, on est 8 milliards. C'est ça, Ah oui. on est Non, dans un c'est monde exactement ça. globalisé. C'est tellement vrai. En t'écoutant, je me dis, je pense qu'un des problèmes qu'on a au Québec, c'est le manque d'ambition. C'est le manque d'ambition. C'est qu'on
on est pour un petit pain, nanana, là, tu sais, toute cette chanson-là, là, tu la connais. Ben oui, Ben, moi, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est vrai. Je pense qu'on a beaucoup de capacités, mais on est peureux un peu. Je ne veux pas me faire des amis avec ça là, non plus. Là. Mais je pense que c'est ma lecture un peu des choses, dans le sens, je connais tellement des gens qui sont hyper brillants, là, même plus brillants que moi, là, puis que j'ai côtoyés, puis tout, mais qui se disent, ils se contentent au strict minimum. Ils se contentent à leur job, qui, oui, ça va bien, puis tout, mais qui pourraient tellement faire plus, tu sais. Puis moi, c'est ça, j'essaie de m'entourer vraiment des gens qui sont comme ça, avec le même mindset. Parce que je me dis, si tout le monde peut croire, tout le monde peut rêver, puis tout le monde peut se donner, on pourrait changer ce paradigme-là aussi de dire, yeah, non, non, on a un petit climat, un petit village gaulois dans tous les gros écosystèmes de nanana. Moi, je pense vraiment qu'il y a de place à avoir plus d'ambition, puis ça part de là, avoir de l'audace, puis avoir du courage de pouvoir persévérer, puis de pouvoir se lancer. Ça va pas marcher du premier coup. It's all good, c'est normal. C'est correct. ça, c'est la relation à l'échec. Pendant très longtemps, je rappelais, puis ça, c'est le facteur culturel. Au Québec, on va te permettre de failer une fois. Ouais. La deuxième, plus personne te parle, ou ça devient très suspect. Au Canada anglais, ça va être 2 fois. 2 fois, ça passe. Alors que chez nos voisins du Sud, tant que tu n'as pas fait les 10 fois et que tu peux pas Exact. justifier 100%. ce que tu as appris à chaque fois, ce que tu as Exact. corrigé et tout, c'est pas juste raté. Tu sais, la culture du fail, j'ai failé, c'est pas grave. Non, non, c'est pas ça la game. Qu'est-ce que tu as appris? Moi, c'est ça. Non, mais c'est Qu'est-ce que vrai. tu as appris, qu'est-ce que tu as corrigé, personne ne te parle. Mais Exact. littéralement. Puis ça, c'est des aspects que tu peux retrouver un peu partout et qui sont. C'est intéressant ce que tu amènes. Après, c'est une parenthèse que je veux faire, c'est aussi très correct de se satisfaire de ce qu'on a, puis de décider qu'on veut une vie tranquille. Oui. C'est pas une compétition. Ce qui est important, c'est d'être aligné avec soi-même. Puis comme tu l'as dit, du moment que tu sais ce que tu veux faire. Après, Ouais. ce que tu sais ce que tu veux faire ne veut pas dire que c'est ce que tu feras les 20, 30, 50 prochaines années. Hein. Tu peux Oh toujours non. pivoter, changer, te réinventer. Ouais. Mais non, c'est une des chances qu'on a ici, puis je te dirais pas mal en Occident, c'est qu'on peut décider encore. Absolument. Le Absolument. encore est important Oui. Ouais, non, non, c'est ça. On touche du bois. là-dessus. Mais non, mais c'est... Qu'est-ce qui nous manque pour brasser la cage? Parce que là, toi, tu fais partie. Moi, j'aime pas prendre des fois la position du vieux con, parce que je suis dans l'âge intermédiaire qui me permet de faire partie de toutes les équipes. Ce qui est le fun. Exact. C'est ça, il faut que j'en profite encore une couple d'années. Mais actuellement, toi, tu fais partie de la jeune génération qui a plus le choix. Tu sais, quand tu parlais de maintenant, il va falloir, tu sais, c'est fini de s'asseoir sur les foufounes, il va falloir commencer à faire des choses parce qu'entre les crises climatiques, enfin la crise climatique, la crise écologique, la crise, parlons de crise migratoire, la crise, j'allais dire, de la démographie, les crises économiques, les crises, Ouais. va falloir commencer à se réinventer parce que là, je veux dire, il y a plus grand-chose qui fonctionne. Ce qui veut dire qu'il y a plein d'opportunités. Mais ça passe par où, ça, Ziad? Ça passe par la responsabilité des gens. Ça repasse aussi par l'audace puis le courage, comme je mentionnais. Si tout le monde dit « Ah non, ben moi, je vais faire le strict minimum, c'est correct, je vais faire ma petite routine, c'est correct. » Puis si tout le monde pense comme ça, Oui. pense qu'on est plus à risque que si on se lève. Sais-tu pourquoi ça vient autant me chercher? Parce que moi, j'ai été dans l'autre place, que je sais que j'avais du potentiel énorme, mais que je faisais la fête, je brossais à chaque soir, puis je me détruisais, puis j'étais mon auto-détrument. Puis je connais plein de gens qui ont énormément de potentiel, puis qui sont aussi dans cette même situation-là. Puis ça, moi, je trouve pas ça correct. Puis je pense qu'on a le devoir, on a la responsabilité individuelle de se donner, puis d'essayer de se surpasser. Puis c'est comme ça qu'on est moins à risque de tous ces changements-là, ces crises qui arrivent. Aime-tu mieux d'avoir un peuple qui est tout mou, puis qui va répondre à rien, qui va écouter le gouvernement sans aucun esprit critique, ou des gens qui prennent la parole, qui réfléchissent, qui ont un sens critique, qui prennent des risques, qui adaptent, qui apprennent, puis qui par la suite persévèrent. Je pense beaucoup que c'est par là que ça l'inspire les autres à se responsabiliser puis à y croire qu'ils sont capables de le faire. Fait que moi, je pense vraiment, pas obligé de passer par l'entrepreneuriat. Puis je suis tout à fait d'accord que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Mais est-ce que tout le monde peut
se poser la question comment je peux être encore plus responsable, comment je peux être encore plus à mon affaire pour pouvoir aider ma communauté, aider ma grand-mère, aider mon chum, ma blonde, faire du bien pour le monde, prendre soin de ma santé pour pouvoir être une meilleure personne pour les autres. Tu sais, avant de sauver les autres, sauvons-nous. Tu sais, puis après ça, on peut commencer à parler de comment aider les autres. Mais tout passe par une certaine responsabilité individuelle qui mène vers la liberté. Donc, tu te présentes aux élections quand? Écoute, peut-être un jour, mais certainement que genre tout ce discours, moi j'y crois beaucoup, puis j'espère que ça va être entendu, puis ça va être. Mais tu sais, c'est vraiment moi j'y crois, là, puis j'y crois, puis je pense pas que c'est parce qu'on est jeune qu'on n'est pas capable de faire de grandes choses. Là. Je vais faire du pouce sur ce que tu dis parce que c'est important de faire la nuance. Ce que tu nous dis et ce que tu essaies de nous partager, c'est pas de faire un maximum de cash. Exact. Non, je tiens à le préciser, que ça soit bien compris. Dirais-tu qu'on manque de modèles, justement? Et quand je dis on manque de modèles, c'est surtout, je dirais, les 30 ans et moins. Parce qu'actuellement, les modèles qu'on peut retrouver sont un peu extrêmes. Ouais. Il y a les modèles qui sont, qu'on peut retrouver sur tous les réseaux sociaux, etc., et qui sont, peu importe qui t'es ou que tu es, fais du cash. Fais un maximum de cash, trouve un moyen de faire du cash, puis du moment que tu as du cash, je dis, c'est ça. Moi j'hallucinais, puis j'ai monté des trucs là-dessus, mais c'est ça, tu as 12 ans, puis le kid t'explique qu'il veut acheter des portes. Mais ça vient pas de lui, ça vient pas de son école, ça vient des influenceurs. Ouais. Lance-toi dans la crypto, trouve-toi. C'est ça, tu te retrouves même pas pré-ado, puis tu as déjà pensé à 3, 4, 5 business pour essayer d'être riche, etc. Puis à l'autre bord, on a, je dirais, je te dirais qu'on a une multitude. On a une offre digne d'un. Comment il s'appelle déjà? J'ai le slogan là, Caroline Simonac, les Subway. Oui, oui, je riais là-dessus parce que je sais plus qui c'est qui parlait de ça, mais c'est ça, tu sais, on parle d'inflation. Les gars, arrêtez de parler de façon compliquée au Québec pour l'inflation. Rappelez-vous Subway. Tu sais, 12 pouces, 5 $. Ouais. Aujourd'hui, c'est 4 pouces, 4 $. Guys, pas besoin d'avoir fait HEC Ouais, non, c'est ça, ou de exact. longs débats d'1 heure à la radio, à la Exact. télévision. Hey guys, Exact. on était là, aux deux époques. Exact. Donc, 100%. je suis capable de me figurer ce que c'est l'inflation. Absolument. Ouais. J'ai repopé à ça. Bref, je vais poser la question comme ça. Qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que tu attends pour partager un peu plus, je dirais. Oh, je vais recommencer au cours de tour là-dessus. Qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir produire ça? Est-ce que c'est le nombre de figures, on n'a pas assez de modèles, ou au contraire, l'offre est saturée? Maintenant, tu regardes les podcasts, puis je rentre dans la game. Tu sais, maintenant, tu podcastes, tu trouves tout ce que tu veux, tu es noyé dans la masse. C'est comme aujourd'hui, si tu veux lancer ta chaîne YouTube Ouais. ou ta chaîne Twitch ou devenir influenceur, il faut déjà que tu aies une communauté si tu veux un peu t'en sortir. Tu sais, la magie de sortir de nulle part, ça n'existe pas. Ouais. Comment on fait pour aller dans ton sens, Monsieur Bourassa? Et je parle pas du papa. Ouais. Non, ben, bonne question. Mais je pense que c'est d'être plus visible aussi auprès des jeunes, comme dans les milieux scolaires, tu sais. Je pense que même ça part de là. Parce que c'est là, je pense que c'est au secondaire que tu commences vraiment à te poser des questions sur un peu qu'est-ce que tu veux faire plus tard, puis là, les choix de cours, puis tout ça, tu sais. Puis moi, quand j'étais là, j'avais aucune idée que c'était un cheminement qui était possible, en fait, parce que personne dans l'école ne le savait non plus, tu sais, parce qu'ils ont fini prof. Oui. Tu sais, c'est con. Oui. Mais je pense que ça passe par là. Tu sais, moi, je fais mon devoir aussi d'essayer d'être le plus sur LinkedIn possible. Peut-être que LinkedIn, c'est pas le meilleur réseau pour ça. Quoique ça commence à être de plus en plus jeune aussi, commence à avoir de plus en plus de jeunes aussi là-dessus. Je pense de prendre la parole, puis de pas avoir peur de brasser les choses, puis de dire les choses telles qu'elles sont.
Moi, je pense que. Puis oui, effectivement, d'avoir plus de modèles qui en parlent aussi, puis de les voir plus publics dans où est-ce que les jeunes se retrouvent, tu sais, où est-ce que les jeunes peuvent s'identifier également. J'aime quand tu parles de jeunes, tu viens de rejoindre le club des vieux cons. Moi, j'aime C'est- autant les jeunes. Tu sais, honnêtement, il y a tout du positif à tous les âges. Bah Tu sais, oui. je pense que quand tu es plus jeune, tu as beaucoup, beaucoup de volonté, tu as énormément d'énergie, tu n'as pas nécessairement toutes les compétences, les connaissances, mais tu as un désir d'apprendre, puis une capacité d'apprendre. Puis avec les technologies, absolument, tu es beaucoup plus à l'aise. Mm. Tandis que les vieux de la vieille, ils connaissent, ils ont l'expérience, ça vaut de l'or aussi. Ils ont la sagesse, ils ont aussi plus de calme. J'ai remarqué beaucoup plus. C'est ça, calme. Je sais pas comment dire. Non, mais C'est ça, on va s'arrêter là avant que tu te fasses menacer sur LinkedIn. D'ailleurs, la joke sur LinkedIn, c'est vrai sais-tu ce que c'est LinkedIn? Bon, c'est le Fortnite des hommes blonds de plus de 50 ans. ça va être un bon clip, ça. Ah, écoute, à chaque fois, tu sais, quand tu parlais de vécu, Ouais, ça permet de rejoindre des générations différentes, c'est le fun. absolument. Ouais, Ce qui est le fun, c'est que le temps passe, c'est une phrase que je sors souvent, le temps passe vite en agréable compagnie, absolument. mais on va essayer de garder ça straight. Si t'avais, on a quand même parlé du volet un petit peu humain, on a vu ton parcours, on a vu quand même que l'entrepreneuriat était quelque chose d'important. Ouais. Je mettrai évidemment en description les liens vers ces réseaux, donc allez le suivre, allez vous intéresser, il reste très accessible sur LinkedIn. Puis si vous êtes plus jeune, n'hésitez pas à lui écrire, Oui. toujours dans le respect, la bienveillance, etc., etc. Ça peut être intéressant. Si vous faites partie de son ancienne école, n'hésitez pas à faire appel à lui. Vous trouverez sûrement qu'il a plein de belles choses à dire. Oui. Tiens, si je suis dans les parages, ça me fera plaisir de passer pour lui poser les questions. Mais les vraies questions qui fâchent. Canadien ou nordique? On veut savoir. Réponds pas, réponds pas, réponds pas. Si tu avais... Là, on a passé un moment ensemble, puis je pense que je finirai par ça. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui, que je ne t'ai pas posée? C'est quoi ton moment le plus difficile que tu as vécu en entrepreneuriat? Bah, tu me vois arriver gros comme un camion. Bip, bip, bip. Antoine, quel est le moment le plus tough, le plus rough, le plus dur que tu as eu à vivre en entrepreneuriat? Je pense que c'est de perdre des employés. Je pense vraiment que c'est ça qui est le plus difficile. C'est de perdre des employés que tu as investi beaucoup de temps, tu as investi beaucoup d'énergie, d'argent dedans, puis qu'au final, après ça, c'est comme à recommencer. Mais je pense que ça m'a permis d'apprendre que dans le fond, je manquais de compétences beaucoup en termes de gestion, puis en termes de comment créer une culture engageante, innovante aussi. Fait que, tu sais, rien n'arrive pour rien, mais je pense que ces moments-là, il y a eu à quelques reprises, on a eu plusieurs personnels, puis ça n'a jamais été facile. Mais je pense que ça l'a amené, plus que ça fait mal, plus que ça l'amène des bonnes réflexions. Je pense que c'est ça qui permet de développer la résilience, puis de pouvoir s'améliorer, puis de persévérer. Surtout d'éviter de refaire les mêmes erreurs aussi. Écoute, un grand merci pour ce partage, puis merci d'avoir répondu à cette question. Un grand plaisir. Comme à chaque fois, un grand merci à tout le monde pour votre écoute. Un grand merci à toi, Antoine, et je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Ziad. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. Puis à tous ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à croire en vous et surtout, n'hésitez pas à rêver. Mais encore plus important, d'avancer puis de mettre des actions concrètes jour après jour pour y arriver. C'est certain que si vous y mettez l'effort, vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Donc, merci beaucoup pour ton temps avec toi, Ziad. C'était un plaisir.